Voilà, donc c'est Marc Viré de l'INRAP qui va nous parler de Paris et de construire Paris au Moyen-Âge, matériaux proches et lointains. Bien, bonjour à tous. Je vous rassure tout de suite, contrairement à Philippe Griot, je n'ai rien apporté dans ma voiture. Mais en revanche, je vais pouvoir rebondir sur son excellente conférence, donc en prenant un petit peu la suite. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le même truc que dans mon boulot. Voilà. Bien. Un peu de géologie pour commencer. Ah, nous sommes là, au milieu. Ici, dans notre sujet d'étude, nous sommes beaucoup plus loin par ici, dans le jaune, dans le bleu. Je vais vous parler de ce petit domaine-là au milieu. Voilà, nous sommes dans une formation qui justement s'appelle le Lutétien. Bah oui, l'épicentre est à Paris, Lutetia, nom antique de Paris. Le toponyme, le mot a été formé par le géologue Albert de Lapparent au XIXe siècle. Donc voilà, le matériau qui concerne notre étude, c'est en gros tout ce qu'il y a en jaune foncé, en orangé, et ce qui est en jaune, c'est là où le lutétien existe, mais recouvert par d'autres formations. Donc on va tout de suite voir d'après les cartes suivantes. Je vais vous parler d'un approvisionnement de pierres qui, au Moyen-Âge, se situe dans cette petite zone restreinte. Alors que dans l'Antiquité, on allait beaucoup plus loin. Je vous parlerai tout à l'heure de Saint-Leu-d'Esserent, de la vallée de l'Oise, qui se trouve dans cette région ici. Voilà, le lutétien en version un peu plus pierre, là où le trait n'est pas en pointillé, c'est la limite du calcaire grossier du lutétien, là où il est affleurant. Puisque dans la zone sud, il disparaît sous d'autres matériaux. Dans toute cette région-là, on a toujours un relief de côte où cette pierre apparaît, particulièrement dans le Soissonnais, où c'est d'énormes buttes témoins, mais aussi à Paris. Si on limite la carte à ce que l'on connaît comme lieu d'extraction, vous remarquez tout de suite que c'est beaucoup plus restreint. Donc, en terminologie, c'est l'ensemble du bassin carrier de Paris, et nous avons différents centres carriers. Nous avons le centre carrier de l'Oise, qui n'est plus aujourd'hui quasiment que le seul lieu exploité, avec Saint-Maximin, un tout petit peu à Bonneuil-en-Valois, c'est Saint-Pierre-Aigle et Courville qui sont assez connus, mais vous remarquez que tout le centre carrier de Pontoise et le centre carrier de Paris a totalement cessé son exploitation pour des raisons évidentes d'urbanisme. Donc, la question des carrières sous Paris a été lancée il y a maintenant pas loin de 40 ans. J'ai fait ma thèse là-dessus autrefois, et nous avons réuni une équipe pluridisciplinaire, c'est un mot à la mode, sous la houlette de Paul Benoît, professeur à l'Université de Paris 1, dont on a parlé tout à l'heure et que certains d'entre vous connaissent bien. La question était intéressante. Un ensemble souterrain, semi-souterrain énorme. Vous voyez la surface de Paris. Tout ce qui est en bleu, on laisse tomber, c'est le gypse, c'est la pierre à plâtre, je ne vous en parlerai pas. Tout ce qui est de la pierre à bâtir, c'est ce que vous avez ici, coloré en marron. 770 hectares, c'est-à-dire le dixième de la surface de Paris. Bien connu, à cause de la très forte valeur locative du mètre carré à Paris, mais sur lequel l'histoire restait à peu près complètement à faire. Alors, au bout de quelques années d'études avec géologues, historiens, archéologues, nous sommes arrivés à peu près à cette carte. Voilà, sur une carte oro-hydrographique, donc on oublie Paris d'aujourd'hui. Nous avons laissé que le cours de la Seine, de la Marne, Belleville et Montmartre qui sont ici, et le domaine qui nous occupe. On a mis les voies romaines de l'Antiquité, la ville antique ici. Il s'agissait pour nous de montrer où sont les lieux d'extraction dans l'Antiquité à Paris. Et ce que l'on remarque, c'est que jusqu'à la reprise de l'économie au XIIe siècle, ces lieux ne changent pas. Donc nous avons essentiellement le Jardin des Plantes, ce qu'on appelle le Val de Bièvre dans Paris, la région du Val-de-Grâce et du Carrefour des Gobelins. Et je laisse les autres détails, et surtout que vous retenez en 5 Charenton,
avec un hameau de Charenton qui est justement nommé Les Carrières, et Chaillot, qui a une grande importance. Je dis l'héritage antique parce que dès l'instant où la ville antique disparaît au IIIe siècle, et nous entrons dans la ville du Bas-Empire, dans le castrum resserré de l'île de la Cité, avec tout ce que l'on connaît de dépeçage de monuments anciens et de remploi. Cela est assez bien connu. En revanche, ce qui est beaucoup moins connu, c'est tout ce qui se passe pendant le Haut Moyen-Âge, l'époque carolingienne. Et il est très compliqué, pour ça que j'en parle à peine, il est très compliqué de savoir quelles étaient les ressources pendant la deuxième partie du premier millénaire. C'est un petit peu facile de dire qu'il y a du remploi systématique. Le remploi, c'est bien, ça ne dure qu'un temps. Il y a un moment, quand on commence à construire des édifices un petit peu plus imposants, se posent tout de suite des problèmes d'approvisionnement. Ce week-end, pour un peu étayer mon exposé, j'ai été me promener dans Saint-Germain-des-Prés, dans la partie de la nef qui date de l'abbé Morard, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1000, entre 1000 et 1050, et j'ai compté le nombre de grands chapiteaux. Il y a 54 grands chapiteaux dans la nef de l'abbé Morard. Ce sont des chapiteaux qui sont taillés dans ce qu'on appelle des quartiers, c'est-à-dire des blocs où vous mettez 4 blocs pour faire un voyage, une voie de pierre. Donc ce sont des blocs de 50 cm de hauteur, 40 de large et environ 80 de profondeur dans le mur. Oui, on peut en dire un ou deux, on peut encore en trouver en remploi peut-être, mais quand vous avez 54 blocs à mettre dans un édifice, non, c'est probablement plus du remploi. C'est probablement de l'extraction à ce moment-là. Mais donc là, pour tout ce qui se passe jusqu'au 10e, 11e siècle, on est un peu dans l'expectative. On remarque bien qu'à partir du 11e siècle, 12e siècle, il y a vraiment une renaissance technologique très grande. Alors, Paris se développe à ce moment-là dans l'île de la Cité et recommence à se développer sur la rive gauche. Et on a un bassin carrier absolument immense, le long de la vallée de la Bièvre que vous avez ici, qui coule dans Paris, dont je vous montre tout de suite le tracé, et dont je vais vous montrer le tracé du canal de Bièvre qui allait jusqu'à l'île de la Cité. Et vous remarquez la proximité de ces carrières qui sont là d'âge divers, les grandes carrières médiévales et antiques étant ici, et dans cette région-là, vous remarquez la proximité avec Paris. Il y a aussi donc le deuxième centre carrier que je viens de vous montrer sur la carte tout à l'heure, sur lequel je ne m'appesantis pas, Charenton à l'est, qui est un énorme lieu de production, ainsi que Chaillot à l'ouest. Ces centres carriers, jusqu'au XVe siècle, sont restés les seuls lieux de production et de fourniture de la pierre à Paris. La juridiction d'hôtel de ville, qui a été écrite donc en 1415, règle les lieux de vente à Paris, fixe pour la pierre qu'il y a 3 lieux de commerce et d'échange. Ça tombe bien parce que ça correspond à ces 3 lieux d'approvisionnement. Vous avez le port Saint-Nicolas, qui est en contrebas du Louvre et de la Grande Galerie et des Tuileries, pour la pierre qui vient d'Aval. On comprend qu'il s'agit de la pierre de Chaillot. Le port Saint-Paul, qui se trouve à peu près en contrebas du Marais, du côté du métro Pont-Marie, pour ceux qui connaissent Paris, qui correspond à la pierre venant d'Amont, à Charenton. Et enfin, on cite un 3e lieu qui est la porte Saint-Jacques, presque pas loin du Panthéon, au début de la rue Saint-Jacques, où se situaient les lieux de négoce pour les pierres extraites dans le grand faubourg du Val-de-Grâce et qu'on appelait anciennement le faubourg de Notre-Dame-des-Champs. Première étape, les carrières à ciel ouvert, c'est l'héritage antique, bien entendu. Là, voici un dessin, on a tenté d'illustrer ce qui se passait à Paris, c'est-à-dire qu'un calcaire extrêmement feuilleté, dans lequel on sort tous les petits blocs d'appareils réguliers utilisés dans le monde antique. Ce qu'on s'est amusé à représenter en bas, là, ce n'est pas une carrière de tablettes de chocolat, je vous rassure, c'est de l'extraction de blocs antiques, tels que Jean-Claude Bessac les a retrouvés au pied du pont du Gard. Il fallait bien qu'on imagine quelque chose pour Paris. Ça, c'est la seule chose qui, pour l'instant, n'est pas attestée. On a de la chance, on a une photographie. Alors non, il ne s'agit pas d'une carrière antique, ni médiévale, bien entendu. Dans la vallée de l'Aubette, c'est-à-dire en aval de Paris, à côté de Melan, la carrière Quesnel, qui est une carrière de famille, à Tessancourt. Donc voilà cette photo absolument magnifique qui vous montre la structure d'une carrière à ciel ouvert dans les environs de Paris. Philippe Griot va apprécier à juste titre la qualité de cette photo et de ce que ça représente.
à part la cabane de chantier et le petit pont suspendu, la manière d'organiser les matériaux, de faire de remblais sur des parties exploitées ne varie guère de ce qui s'est produit depuis l'Antiquité dans ce type d'exploitation à ciel ouvert. La première phase que l'on fait dans une préparation de carrière à ciel ouvert, c'est la découverte. Voici ce qui a été fouillé par une association dans le Valois, du côté de Bonneuil en Valois. Donc une ébauche de carrière qui n'a pas été exploitée, une carrière à ciel ouvert, pour laquelle nos amis ont fait cette espèce de grand dégagement. Et on voit très bien l'opération de la découverte. Je vous montre ça parce que cela a une importance économique énorme qu'il faut comprendre pour le Moyen-Âge. Là où vous faites une découverte de pierre, pour la pierre à bâtir, c'est tout un espace que vous n'utilisez pas. Au fur et à mesure que vous avancez dans l'exploitation, vous remblayez derrière vous. Et qu'est-ce que vous faites pousser sur un terrain remblayé avec des marnes et caillasses ou des déchets de taille? Pas grand-chose. La seule chose qu'on peut faire pousser, c'est intéressant, c'est la vigne. Bon, ça profite, mais ça veut dire qu'on bousille quand même des terrains. Et le monde médiéval a quand même une certaine conscience là-dessus. Voilà, dans l'Antiquité, ce qui se passe à la confluence de la Seine et de la Bièvre, ça c'est l'emplacement ici du jardin des plantes. Vous avez les arènes de Lutèce, pour montrer un petit dessin comment ça se passe vaguement, mais ça tout le monde connaît. Voilà la même chose, ce qui se passe au Moyen-Âge. Vous avez le canal de Bièvre, qui est creusé en 1148. En étudiant ce canal, je me suis rendu compte en fouillant le collège des Bernardins et en travaillant sur d'autres lieux avant, je me suis rendu compte que le canal de la Bièvre canalisée, qui détourne l'eau de la rivière pour aller jusque devant Notre-Dame de Paris, à côté de la place Maubert, vous voyez, elle tourne ici à la place Maubert, le canal de Bièvre utilise un bras fossile de la Seine, mais aussi toute une région dans cette zone-là où normalement le canal n'aurait pas pu passer. Et le fait de faire passer la Bièvre détournée dans cette région correspond à l'exploitation d'anciennes carrières de pierre à bâtir, qui sont donc antérieures à 1148. Et c'est de cette manière que l'on peut être sûr de la haute datation des carrières du secteur. L'intérêt économique de cette Bièvre canalisée nous a pas tout de suite sauté aux yeux, mais lorsqu'une collègue a fouillé très exactement ici la porte d'eau dans le mur de Philippe Auguste, nous avons été très surpris de trouver une porte fortifiée de 3,50 m à 4 mètres sous voûte. Pour faire rentrer une rivière dans une ville, il n'y a pas besoin de faire ça. À Étampes, vous regardez, la porte d'eau, elle est à 50 cm au-dessus du fil d'eau. Donc ça signifie très nettement que ce canal était parcouru par des bateaux de charge, avec le mât dessus. Donc c'est à partir de cette réflexion que nous avons commencé à imaginer une possibilité pour amener des matériaux à Paris. Tout commence avec la grande impulsion, vers 1160, le chantier de la cathédrale. Alors le chantier de la cathédrale, il se divise en deux, en gros, beaucoup plus de phases que ça, mais retenez qu'il y a, pour ce qui nous concerne, il y a deux phases. La première, c'est la construction du chœur, dont la première pierre a été posée en 1163 et qui est consacrée en 1177, c'est-à-dire comme un tour de force technologique en si peu de temps pour construire cet ensemble. Ce que vous remarquez, c'est que l'ensemble des éléments verticaux, des colonnettes s'appuyer, des colonnes qui font le tour du rond-point, tout est assisé. Il n'y a aucune colonnette verticale. Les seules colonnettes verticales qu'on a dans le chœur de Notre-Dame, ce sont celles de la tribune, ici. Mais ils n'ont pas osé en mettre. Alors c'est étonnant, cela reste tout à fait étonnant, parce que j'ai été vérifier la chose à Saint-Germain-des-Prés aussi. Dans la partie de 1150-1160, la technique de la colonnette en délit existait. Donc je n'arrive pas à comprendre pour quelle raison le maître d'œuvre de Notre-Dame n'a pas osé mettre en œuvre cette technique. Peut-être qu'il doutait de la capacité des carrières à pouvoir procurer le matériau qu'il fallait. Tout change avec la reprise du chantier à la suite du chœur, après 1177, on dit en gros la décennie 1180-1190, le chantier des 5 premières travées de la nef. Et là, vous remarquez que tout change. Il y a, quand vous regardez les colonnettes qui sont appuyées le long des parois, c'est la même chose que ce que vous avez dans les bas-côtés et la même chose que vous avez sur les piles intermédiaires. Ce sont des colonnettes en délit, taillées dans un seul banc de pierre et mis verticalement. Alors, je n'ai pas le graphique à vous montrer. Il n'y a pas encore sous forme numérique.
Mais dans les années 80, pendant le ravalement de l'intérieur de Notre-Dame de Paris, on a tous suivi du nettoyage intérieur de Notre-Dame, avec mes collègues des monuments historiques, Annie Blanc, Claude Lorenz, géologue, et j'ai mesuré la totalité de ces colonnettes pour voir quelles étaient les longueurs utilisées. Et ce qui est frappant, alors chaque colonnette, vous voyez, c'est 25 cm, entre 18 et 25 cm. Il y a deux groupes dans le graphique, il y a deux groupes en importance numérique de colonnettes. Le groupe des colonnettes de 1,50 m à 2,50 m, ça ne surprend personne. Et beaucoup plus surprenant, c'est le groupe des colonnettes de 3,50 m à 5 mètres. Le tronçon de colonnette le plus grand que j'ai mesuré mesure 5,10 m. Alors vous imaginez, vous taillez dans un banc de carrière une espèce de frite à taille carrée, il faut qu'elle fasse 5 mètres, 5,10 m. C'est un matériau extrêmement dur. Hein, et vous la sortez, vous la mettez sur un bateau, vous remontez le canal de Bièvre, vous traversez la Seine, vous la déchargez sur le terrain en face, là vous la mettez dans la loge et vous la taillez en rond. Alors, la grande réflexion là-dedans, ce qui nous a mené notre réflexion là-dedans, c'est de dire, bon, il y a vraiment une mise en œuvre absolument formidable. Les raisons, on les connaît. C'est ce chantier, c'est l'équivalent, dans les années 80, on en rigolait, 90, on disait c'était le porte-avions Charles de Gaulle du Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est un chantier gigantesque et qui ne manque pas d'argent. Tout le monde paye. Le roi, les chanoines, tout le monde paye, et largement. Donc ils ont énormément d'argent à mettre dans ce chantier pour innover du matériau et du matériau cher. Ce qui se passe, c'est très simple. On augmente. Alors, excusez-moi, je n'ai pas trouvé la photo, c'était dans mon bureau. Donc, le Louvre de Philippe Auguste, vous connaissez, vous l'avez vu en photo. Ça, c'est les chantiers qui se passent en même temps. J'énumère. 1190, 1200, en même temps, le mur de Philippe Auguste, rive droite. Regardez le tronçon conservé derrière le lycée Charlemagne, 3 km rive droite. La même chose 10 ans après, 1200-1210, le mur de Philippe Auguste, rive gauche. L'ensemble du mur mesure 6 km de long, 2,10 m d'épaisseur à la base. La base du mur normal, elle est ici. Là, le mur est décaissé. Vous voyez la hauteur, il y a dans les 7,50 m. J'ai fait le cubage, j'ai oublié, peu importe. Et vous avez 3 chantiers qui, d'un seul coup, sont des locomotives de la production économique. Et ce qui se passe est très simple. Voilà, pour le plaisir, l'un des derniers tronçons de la muraille de Philippe Auguste qu'on a fouillé, qu'on a diagnostiqué à l'Institut de France. On a un chantier qui commence cette semaine sur la suite du mur. Le mur était réputé démoli, vous voyez, on l'a trouvé sur 2,50 m de hauteur. Remarquez au passage l'exécution, extrêmement bien soignée, très bien conservée. Et vous remarquez qu'il s'agit de blocs pas extrêmement longs. Voilà, pour vous montrer, donc ça se passe vers 1530, la taille de Paris. Ce que ça représente au point de vue masse de pierre, donc vous voyez la taille des murs. N'oubliez pas le chantier de la cathédrale, le palais du roi, et n'oubliez pas un tas de choses supplémentaires, un tas de congrégations, le temple, tout ça, la Bastille, elle-même un énorme tas de pierres en son champ. Donc une activité extrêmement forte. Alors c'est très simple. Voici ce qui se passe. Au XIIe siècle, on est dans le mode d'exploitation à ciel ouvert. On ne peut pas éternellement bousiller la terre arable au-dessus. Donc, vers 1180, on ose. Il faut passer en souterrain. Et là, vraiment, il faut probablement briser un tabou. On continue, on perce ce qu'on appelle une entrée en cavage, et on perce l'extrémité de grandes galeries pour aller sous terre. Voilà, alors à Paris, c'est plus tellement visible. Là, il faut encore aller dans le Valois pour trouver des carrières correspondantes, un peu ruinées, mais représentant ce qu'on devait avoir dans la vallée de la Bièvre. Voilà, alors, c'est très pittoresque, hein, ouais, en même temps c'est très beau. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on s'enfonce. On va dans un milieu de plus en plus sombre, voire complètement obscur. Donc ça change tout. De 1200 à 1250, voici ce que représente ce monde technologique. Donc j'ai essayé de vous représenter comment ça se passe dans une carrière, avec l'extraction de matériaux en tout genre. Volontairement, il n'y a qu'un seul truc que j'ai omis, je n'ai pas représenté les remblais, parce qu'en même temps, ces remblayés sont quasiment la moitié de l'épaisseur. Donc je vous ai représenté les extractions de pierres tombales, de colonnettes de Notre-Dame et tout ça. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous êtes le long sur le bord de la vallée,
Vous avez des phénomènes géochimiques qui existent, dissolution du matériau, appauvrissement des pierres. Les pierres que vous ramassez dans la collecte en surface ou à bord de vallée sont généralement pas terribles et sont de qualité assez moyenne. Mais vous en avez besoin, vous construisez une ville, donc vous agrandissez le trou, il faut toujours aller plus loin. Et le paradoxe, c'est que ce matériau n'est pas terrible, mais on vous le demande. Et plus on vous le demande, plus vous allez loin, et plus vous allez à l'intérieur de la montagne, de la colline. Et donc, à chaque fois, vous vous éloignez des sources de dissolution de la pierre. Et donc, plus vous avancez, et plus meilleur le matériau se trouve. Donc, dans le courant du XIIIe siècle, ils se sont trouvés à la tête de quelque chose d'extraordinaire, qui a permis toutes ces réalisations, en particulier les colonnettes. Alors, ces colonnettes, elles ont probablement dû coûter une fortune au départ. Mais vous avez deux choses. Un, sur un chantier, on en casse. Donc, les gestionnaires du chantier, messieurs du chapitre, qui gèrent les marguilliers, qui gèrent les biens de l'église et du chantier, tous les matériaux en surplus, qu'est-ce qu'on fait? On les revend. On les revend. Et on les revend à qui? Les petites églises paroissiales. Parce qu'eux, ils sont contents d'avoir du matériau pas trop cher, qu'ils auraient été incapables de faire exploiter eux-mêmes. Regardez, la prochaine fois que vous irez à Paris, allez visiter la jolie petite église de Saint-Julien-le-Pauvre, à côté du bas de la rue Saint-Jacques, qui porte très bien son nom, parce que ce n'était pas vraiment une église très riche au Moyen-Âge. Elle se paye les mêmes colonnettes qu'à la cathédrale. Cela signifie deux choses. Soit elle a acheté des surplus, soit nos amis les carriers, ayant acquis un niveau professionnel tel qu'ils savent parfaitement extraire la grande fripe carrée et obtenir le cylindre après au bout, mais après le commerçant ne demande qu'à en vendre, il ne demandait qu'à en tirer. Plus vous en tirez, plus le savoir-faire se maîtrise et plus vous avez envie d'en vendre. Donc à ce moment-là, le chantier de la cathédrale a créé un effet mode qui a complètement décuplé la production. Alors voilà comment ça se présente sur le terrain. Vous voyez, c'est un monde obscur à éclaircir parce que vraiment il faut beaucoup de lumière pour y aller. Là, c'est sous la maison de la géologie. On commençait déjà à être emmerdé par les visiteurs clandestins. Un secteur qui est dégagé, qui vous montre l'extraction des dalles que vous avez au pied des carrières. Malheureusement, parce que vous avez une carrière sous le Val-de-Grâce non fouillée, 2 mètres de vide résiduel. Là, on a 3,50 mètres de vide résiduel. Les beaux matériaux à étudier se trouvent sous les niveaux de remblai. Alors pendant pas mal d'années, on a exploré les carrières sous Paris, on s'est promené dedans, on a fait de belles coupes, toujours incomplètes, mais en disant finalement il nous manque l'essentiel, là où on extrayait les belles pierres. J'ai quand même réussi à sortir une typologie. Bon voilà, je vous passe en vitesse la typologie. Là, on fait le défermage de cette manière. Après, vous voyez, on devient plus rusé, on découpe sur les côtés. On essaye de maîtriser la taille et à la fin, dans le courant du XIVe, XVe siècle, on arrive à quelque chose d'entièrement maîtrisé où on contrôle parfaitement l'abattage de la pierre. Mais il y a un moment où on s'est tellement éloigné du bord de la vallée que il faut faire autrement. Et vers 1250, au milieu du XIIIe siècle, les Chartreux, sous le jardin du Luxembourg, font ouvrir leur propre carrière. Là, ils n'ont pas d'affleurement de rochers. Donc comment font-ils? Ils font une rampe. Vous imaginez 5 secondes la maintenance technologique d'une rampe pour descendre en carrière. Chez nous, il pleut. Donc ça ne devait pas être mal au point de vue usure. Mais la rampe, c'est dévoreur de terrain. Donc quelques temps après, on invente un nouveau procédé. Alors ça, je ne sais toujours pas à quel moment c'est apparu, ça s'est développé. Le treuil, le puits avec treuil ou engin. Voilà, notre faubourg Saint-Jacques. Vous avez la porte Saint-Jacques. Chaque petit carré, ça, c'est 1 hectare. Et voici une cartographie historique qu'on a tentée sur la manière les types de carrières que l'on trouve. Alors vous avez toute une réflexion. Pourquoi là, ici, on n'a pas de carrière? Parce que la maîtrise des terrains faisait que les gens les avaient mis en réserve, etc. etc. Le terrain est quand même... On n'exploite pas à l'aveugle non plus en souterrain, si je puis me dire. On a quand même une bougie, mais le droit s'applique en souterrain et là, même au Moyen-Âge, il doit être respecté. Donc on respecte la propriété. Les traces archéologiques sont particulièrement nettes en carrière. Vous avez tout ce que je vous ai montré en dessin, vous le voyez ici, là, sur les phases d'extraction. Mais là, on est toujours dans les vides résiduels. Il fallait un chantier pour essayer de voir de plus près. 15e siècle, il y a un moment, nouvelle expansion de la demande. C'est dans la deuxième partie du 15e, après la guerre de 100 ans, on se met à demander des pierres de plus grande taille. Et on se rend compte que sous les niveaux de carrière déjà précédemment exploités, on a une autre pierre, là où le niveau d'eau le permet, qui est d'une qualité différente. Et on se met à percer de nouveaux puits de carrière, descendant sous les ateliers déjà exploités, pour aller en dessous. Alors en même temps, on change de technologie complètement.
Parce que c'est ce que j'ai figuré dessus. Vous voyez, dans les premières carrières, on rentrait avec le cheval et l'attelage à l'intérieur. Mais dès l'instant où vous êtes avec un treuil et un puits, on ne rentre plus de cheval dans la carrière. Tout se fait à bras d'homme. Donc on change complètement. On ne sait pas comment on faisait pour passer au travers des remblais de la carrière supérieure. Ça, je n'ai pas encore fouillé d'exemples qui montrent ce cas de figure. Mais voilà, on arrive à une géographie, le secteur de la tombissoire, ce que je vais vous montrer en photo. Voilà ce qu'on a dans l'étage supérieur, toujours avec mes petits carrés d'1 hectare. Ça, c'est le procédé médiéval. Ça, ce sont des carrières plus récentes. Voilà, on a exploité d'immenses zones et en dessous, hop, on exploite un deuxième étage. Et là, le deuxième étage correspond à des limites de propriété parce qu'on les perce à partir de puits. Donc là, on est dans un milieu exploité au XVe, voire même au XVIe siècle. On a pu approcher ça en faisant le chantier, un chantier très controversé, rue de la Tombissoire. Et j'ai été chargé de suivre ce chantier au titre des monuments historiques, parce qu'il s'agit de la fameuse carrière classée monument historique de la rue de la Tombissoire. Et nous avons enfin pu lever la totalité de la coupe géologique, nommer les bancs et regarder les procédés d'extraction. Donc voilà, en détaillant, donc là, vous avez un ensemble stratigraphique extrêmement détaillé. D'habitude, ce qu'on observe dans nos carrières, c'est ça. Et là, on a pu observer tout ça. Pareil pour le monde souterrain, d'habitude, on observe ça, et là, on n'a pu observer que jusque-là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu faire une discrimination à l'intérieur des remblais, parce que jusqu'ici, on voyait, bah oui, c'est des déchets de taille, mais on n'en sait pas plus, mais pour creuser le sol de la carrière, aller faire des piliers de consolidation, on a pu aller regarder, et ben, on distingue maintenant très bien, vous avez deux phases. Vous avez la phase d'extraction, avec les déchets de taille brute, les déchets d'extraction et les déchets de creusement de taille. Ce ne sont pas les mêmes que les déchets de la première taille. Ces déchets se distinguent très bien dans la carrière. Je n'ai pas pu observer les choses suffisamment d'une manière étendue pour pouvoir distinguer des aires de production. C'est ce que je voudrais faire maintenant dans la suite des travaux. Mais maintenant, on a bien mis en évidence que dans la stratigraphie, on voit bien les deux zones de production. Donc, on est bien rassuré sur le fait que, 1, il y a l'extraction, 2, la première taille se faisait dans la carrière souterraine. Voilà, on a procédé aussi au relevé des traces archéologiques. Voici un extrait du plan de la carrière, avec 10 mètres sur le côté, vous voyez, avec les piliers tournés. Ça, les marrons, c'est les zones effondrées, hein, on ne tient pas compte. Et on a pu relever les sens de progression en prenant en compte les traces d'avancement des carriers telles qu'on les voyait sur les piliers. On a pu réaliser la progression du carrier. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, cette version de plan, je ne l'avais pas mis, cela correspond à une zone de roulage dans laquelle les chariots passaient. Alors cette zone de roulage, elle est archéologiquement très facile à lire, parce que vous avez les roues qui ont frotté sur les piliers, le collier d'attelage du cheval et le dos du cheval qui a frotté et lustré le ciel de la carrière, et en creusant un pilier de fondation ici, on est tombé sur le roulage. Et la voie de roulage se marque au sol par du gravier amené. Du gravier de fond de rivière, ce qu'on appelle le gravier du Sparnacien, ça ne vient pas tout seul dans une carrière. Ça signifie que le charretier qui roule avec ses blocs de pierre et son cheval, il a à côté de lui, sur l'attelage, il a le sac avec le gravier, et dès que ça mouille un peu, hop, la poignée de gravier sous les roues. Et on en a retrouvé sur le mètre carré qu'on a réussi à fouiller, c'était plein de gravier. Alors voilà ce que ça donne quand on débouche dans une cavité neuve. Oui. Voilà ce que ça donne. Déjà des traces qu'on ne lit pas bien, parce que c'est tout sale. Et quand on approfondit la coupe, bien, on voit toutes les traces d'extraction. Alors ceci a tout changé, parce que comme c'était des matériaux qu'on ne voyait pas jusqu'ici, dans nos estimations, avec les géologues, on pensait qu'il s'agissait de matériaux venant de la vallée de l'Oise. Et donc maintenant, on est arrivé à la conclusion que la pierre de taille à grains fins, les calcaires de tel type, les calcaires à millioles, au lieu de venir de la vallée de l'Oise, viennent bien du sol de Paris. Donc là, on a enfin réussi à le savoir. Mais finalement, vous allez me dire, il ne vient jamais de pierre de l'extérieur. Ben si, et ça c'est là, je vais terminer sur cette découverte archéologique. Quand on a fouillé le collège des Bernardins, mon collègue Arnaud Prié m'a appelé un jour, il dit, viens vite, apporte tes outils, il y a quelque chose dans le mur. Et dans ce mur du XVIIIe siècle, à gauche, on a trouvé l'extrémité de la statue du Christ et de la statue à côté. La statue était inhumée à l'intérieur du mur. Et je vous passe les accidents de chantier qu'il y a eu dessus, la controverse, etc., etc.
Ce qui est très intéressant, c'est que cette statue correspond, pour une fois, à un texte que l'on a. Quand le pape Benoît XII a fondé la chapelle du Collège des Bernardins, on a la comptabilité des premières années. Or, en 1339, il est question d'achat de bois pour construire les vaisseaux, les nefs, dit-on dans le texte, en franco-provençal, on dit les naves qui vont chercher la pierre sur la Seine, à Vernon et à Saint-Leu. Alors moi, ça m'étonnait parce que le XIVe siècle, je ne connais pas ces pierres utilisées à Paris. Saint-Leu-d'Estrange, je n'ai pas encore trouvé pour l'époque, mais Vernon, j'ai enfin compris. Mon opinion était que ce texte, il était truqué ou il y avait un problème parce que la pierre de Vernon, on ne la connaissait pas. Mais on n'avait pas compris une chose, c'est qu'il s'agissait de la pierre statuaire. Si on imagine d'un seul coup un portail avec une statue du Christ, un cortège apostolique avec 12 apôtres à sculpter, 26 chapelles dans l'église, chacune avec un autel, une table d'autel, un petit reliquaire, une statue en pierre de Vernon, ça fait une masse de pierres absolument importante, impressionnante à emmener. Eh bien, cette statue est la première pierre exogène étrangère à Paris. Et elle ouvre un commerce qui ne fait que se développer. À la fin, ultime évolution, à la fin du XVe siècle à Paris, apparaît une nouvelle technique qu'on appelle par axe et bourrage, parce que dans les carrières que vous avez vues précédemment, vous avez plusieurs types de qualités de pierre. Les moyennes, les pas bonnes et les très bonnes. Les carriers veulent toujours, c'est des gens bizarres, ils veulent toujours gagner plus d'argent que les autres, plus vite que les autres. Donc ils se sont spécialisés dans la fourniture d'un unique banc dans une carrière. Donc ils n'exploitent que ce banc, alors que quand vous laissez un pilier dans une carrière, vous perdez de la matière. Donc ils se sont mis à tout exploiter, et en faisant derrière eux, un peu comme dans les dépilages des mines, en faisant un remblaiement. Ça arrive à l'extrême fin du XVe siècle, et c'est l'ultime évolution technologique des carrières à Paris. Alors aujourd'hui, que reste-t-il à voir ? Oui, parce qu'il y a eu 240 ans d'urbanisme par-dessus, de comblement de carrières, de création de galeries de circulation. Quand on est dans le sol de Paris, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est ça. Ce sont des galeries de circulation. Et donc, voir vraiment une carrière là où on exploitait la pierre, c'est quasiment impossible. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? Quelques chantiers à suivre pour lesquels on arrive à trouver à faire un petit peu d'archéologie et de technologie. Je vous remercie.